Mais parmi les sous-cultures, il y a le sous-ensemble des contre-cultures. Les contre-cultures sont un type de sous-culture qui non seulement ne s'intègre pas, mais s'oppose activement au modèle culturel largement répandu dans la population générale. Il y a un sentiment de fierté et d'attachement à l'idée que tu n'es pas comme le courant mainstream, la société dominante, et que tu vis selon un système de valeurs différent. C'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, le texte que tu t'apprêtes à écouter aujourd'hui est tout à fait capital. Très intéressant, certes, agréable à écouter, je l'espère vivement, mais surtout important. Important parce qu'il traite d'un thème qui mérite qu'on lui consacre beaucoup plus d'attention, tant il représente une composante essentielle du succès de Bitcoin, c'est-à-dire essentielle à la manifestation la plus complète de son potentiel transformateur pour la société. Ce sujet, c'est la culture du mouvement Bitcoin, comment elle évolue à mesure que Bitcoin poursuit sa progression vers une adoption de masse, comment cette contre-culture transforme le monde, mais aussi et surtout ici, comment elle se protège ou non d'une dilution de son essence, une vague d'adoption après l'autre. L'auteur de ce texte, Rigel Waalchi, aujourd'hui ingénieur chez Swan Bitcoin, a une expérience, une trajectoire de vie assez peu commune qui l'amène à poser un regard critique et attentif sur l'évolution de la contre-culture que constitue ce mouvement Bitcoin en pleine expansion. Fort de son expérience personnelle et de ses connaissances théoriques du phénomène, il sait les opportunités et les menaces associées à une telle dynamique. Il prend le soin ici de nous équiper de référentiels permettant de mieux appréhender cette réalité que nous vivons, que nous ressentons pleinement, individuellement et collectivement, sans pour autant être tout à fait en mesure de l'articuler efficacement, faute de cadre d'analyse. Alors comme si souvent dans cette exploration du rabbit hole, Bitcoin nous offre encore ici, grâce à cette perspective partagée par Rigel Waalchi, une belle opportunité d'apprendre des trucs passionnants sur le monde. Allez, on y va. Bitcoin psychopathe versus Bitcoin sociopathe, une quasi-retranscription de mon intervention au Baltic Honey Badger 2022. Lorsque j'écris un exposé, j'essaie généralement d'abord d'en esquisser le contenu par écrit. Voici le contenu au propre de cette esquisse plutôt qu'une transcription directe de la présentation que j'ai donnée lors de la conférence Baltic Honey Badger en 2022. Je devrais probablement commencer par préciser que les psychopathes et les sociopathes dont il est question ici ne sont pas censés se référer à leur véritable définition psychologique, qui sont assez proches l'une de l'autre. Ces termes font plutôt référence d'une part au mythe du bitcoiner enthousiaste réagissant avec rage et agressivité à toute menace perçue pour Bitcoin, et d'autre part au narcissique répugnant intéressé décrit dans l'article de David Chapman auquel je fais référence plus bas. Ce qui m'a inspiré à écrire sur ce sujet, c'est mon parcours. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai joué dans quelques groupes de métal déjanté, enregistré plusieurs albums et fait des tournées dans le monde entier. Ça m'a permis de saisir comment fonctionnent les sous-cultures, comment elles évoluent et se fondent ou non en des courants dominants,
Comment les rapports de pouvoir en interne ont une influence démesurée sur l'orientation collective d'un mouvement dont personne n'est vraiment responsable. J'ai par ailleurs été officier de police pendant 10 ans, ce qui m'a fait découvrir un autre type de sous-culture de clique et m'a permis de comprendre pourquoi, lorsque les enjeux sont aussi élevés qu'on peut l'imaginer, les règles et les gardiens servent comme un moyen de faire respecter les normes de groupe que vous n'avez tout simplement pas le luxe d'expliquer aux nouveaux venus ou aux étrangers, et comment ça peut se métamorphoser en ce que les gens décriront souvent comme une culture toxique. Je suis rentré dans Bitcoin pour la première fois en 2014, mais ce n'est qu'en participant régulièrement à des conférences dans le monde entier en 2018 que j'ai remarqué à quel point les ressemblances étaient frappantes entre ce que j'avais vu dans ces deux mondes, la musique et la police, et dans le monde réel en chair et en os du Bitcoin. Les mêmes erreurs, les mêmes avantages. À mesure que Bitcoin est devenu de plus en plus un phénomène grand public, ces corrélations n'ont fait que se renforcer et s'accentuer. Mais il n'y a pas beaucoup de discussions nuancées dans l'espace Bitcoin sur le rôle important que le comportement humain et la culture vont jouer dans le succès ou l'échec de Bitcoin et sur la manière d'en tirer le meilleur parti en abordant cela de façon éclairée et détachée. On parle beaucoup d'IPA Bitcoinization et on en voit sur Twitter des concepts simples comme la courbe d'adoption de Rogers, mais on discute peu de ce que cette adoption de masse signifie. Comment un afflux de masse pourrait altérer ce qui est réellement Bitcoin. J'ai écrit un article intitulé « Le test de Rorschach de Bitcoin ». J'y expliquais que Bitcoin n'est qu'un repo GitHub, son code. Ce sont les utilisateurs et leur comportement qui définissent ce qu'est réellement Bitcoin. Je crois que c'est Eric Voskuil qui l'a le mieux exprimé. Bitcoin n'est pas sécurisé par les blockchains, la puissance de hachage, la validation, la décentralisation, la cryptographie, l'open source ou la théorie des jeux. Il est sécurisé par les gens. La technologie n'est jamais à l'origine de la sécurité d'un système. La technologie est un outil qui aide les gens à sécuriser ce à quoi ils tiennent. La sécurité exige que les gens agissent. Un serveur ne peut pas être sécurisé par un pare-feu s'il n'y a pas de verrou sur la porte de la salle des serveurs. Et un verrou ne peut pas sécuriser la salle des serveurs sans un garde pour surveiller la porte. Et un garde ne peut pas sécuriser la porte sans risque de dommages corporels. Bitcoin n'est pas différent. Il est sécurisé par des personnes qui s'exposent à des risques personnels. Partager ce risque avec d'autres personnes est l'objectif de la décentralisation. Un système centralisé exige qu'une seule personne assume tous les risques. Un système décentralisé répartit le risque entre les individus qui assurent la sécurité du système. Ceux qui ne comprennent pas la valeur de la décentralisation ne comprennent très vraisemblablement pas le rôle nécessaire des personnes dans la sécurité. Fin de citation. La technologie du Bitcoin nous offre le potentiel d'une monnaie saine, résistante à la censure et sans permission. Mais si les gens ne sont pas motivés pour gérer des nœuds, pour envoyer et recevoir des bitcoins en paiement de manière souveraine, s'ils se contentent de garder leurs jetons sur les exchanges, s'ils font confiance aux API des wallets pour émettre leurs transactions ou vérifier leurs soldes, ou s'ils ont trop peur de l'application des lois gouvernementales, des interdictions d'exchange ou des taxes pour l'utiliser comme monnaie de liberté, alors cela ne demeure qu'un potentiel. C'est bien beau d'avoir une grande technologie ou des innovations dans le domaine de la vie privée et de la souveraineté, mais si un pourcentage suffisamment important d'utilisateurs de Bitcoin ne prend pas la peine d'apprendre à les utiliser correctement et avec discipline, et choisit plutôt des solutions tierces pratiques, alors le potentiel de Bitcoin risque d'être capturé par des intérêts corporatifs et gouvernementaux, et je crois en effet que c'est le chemin le plus aisé et le plus probable qui conduira Bitcoin à l'échec. La culture est donc importante. Mais tandis que les choses prennent de l'ampleur et que de plus en plus de nouveaux entrants deviennent des utilisateurs de Bitcoin, personne ne discute vraiment de ce que cet essor implique pour la culture de Bitcoin et de l'influence de ces nouveaux entrants sur Bitcoin. Si on part du principe que la culture est importante,
il peut être utile de clarifier le type de phénomène culturel que constitue Bitcoin. Bitcoin, tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas un phénomène grand public. Peut-être que tout le monde sait ce qu'est Bitcoin, mais on a un long chemin à parcourir en termes de nombre d'utilisateurs et d'utilisation quotidienne avant d'arriver à quelque chose qui soit vraiment de l'ordre de l'adoption de masse. Quelque chose d'aussi répandu et ennuyeux que l'utilisation d'un téléphone portable. Bitcoin est donc encore une sous-culture, plus précisément, je dirais, une contre-culture. Si on veut comprendre comment les choses vont évoluer, il nous faut saisir ce qu'est une sous-culture, ce qu'est une contre-culture, et comprendre ce qui s'est passé lorsque d'autres sont devenus mainstream. La façon la plus simple de définir ce qu'est une sous-culture, c'est moi et les gars, un groupe de personnes qui font les choses un petit peu différemment, qui ont leurs propres valeurs et leur propre façon de faire les choses. Quand on vient à fréquenter régulièrement un groupe d'amis, vous commencez à adopter une même façon de parler. Vous partagez un ensemble de références communes, des blagues que les étrangers ne comprennent pas vraiment. Une sous-culture n'est en fait qu'une version de cela à plus grande échelle. Les sous-cultures, telles que nous les connaissons dans la société, ressemblent à ça. Il est possible d'être membre de plusieurs d'entre elles, cela ne t'exclut pas pour autant de la société dominante. C'est perçu comme un truc un peu excentrique que tu fais, peut-être un peu bizarre, mais pas comme quelque chose de mal ou de mauvais. Ça a toujours sa place dans la société dominante. Mais parmi les sous-cultures, il y a le sous-ensemble des contre-cultures. Les contre-cultures sont un type de sous-culture qui non seulement ne s'intègre pas, mais s'oppose activement au modèle culturel largement répandu dans la population générale. Il y a un sentiment de fierté et d'attachement à l'idée que tu n'es pas comme le courant mainstream, la société dominante, et que tu vis selon un système de valeurs différent. Ça peut être aussi extrême qu'une communauté amiche, des bandes de motards hors la loi, ou des sectes religieuses, où tu te trouves clairement en marge de la société dominante, ou alors ça peut être quelque chose plus comme le mouvement hippie, où tu coexistes au sein de la société comme un groupe qui s'enorgueillit de ses valeurs communes en opposition au statu quo. Les contre-cultures existent pour changer la culture dominante. Elles s'établissent souvent en cherchant à attirer l'attention sur certaines contradictions du système dominant, pointant l'hypocrisie ou les problèmes que la culture dominante ne veut pas aborder. L'éléphant dans la pièce. Il n'est donc pas surprenant que les contre-cultures soient souvent à l'origine d'innovations et de changements dans la société. Par exemple, la plupart des premières femmes propriétaires aux États-Unis étaient des tenancières de bordel. À l'époque, une femme possédant des biens était considérée comme bizarre, inutile, peut-être même contraire aux règles d'une société opérationnelle. Mais en tant que maquerelle, vous étiez de toute façon déjà une paria, une réprouvée, et la pression sociale ne signifiait pas grand-chose, ce qui leur donnait la liberté d'imaginer des façons différentes de faire les choses. Dans ce cas, la société a fini par réaliser qu'il y avait une valeur évidente ici, et cela s'est normalisé. Certains disent que la culture Bitcoin n'existe pas. Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais par ailleurs, comme j'ai commencé à le dire, la culture est simplement la somme collective du comportement des utilisateurs, la façon dont les choses sont faites dans l'ensemble. Donc si tu arrivais à grouper sous le terme générique culture Bitcoin toutes les opinions et les visions du monde des utilisateurs de Bitcoin ou des propriétaires de Bitcoin, je pense que tu serais d'accord pour dire que, quoi qu'il en soit, cette culture Bitcoin est mieux définie comme un mouvement de contre-culture, quelque chose qui s'enorgueillit de sa différence et de son opposition au statu quo. Si on saisit cela, on peut commencer à s'inspirer de l'histoire pour comprendre les bons et les mauvais côtés d'autres contre-cultures qui sont devenues plus mainstream et qui ont finalement influencé et été absorbées par la société. On peut considérer par exemple la communauté gay, le punk rock, le hip-hop et la culture du cannabis. Tous ces trucs qui ont commencé comme des mouvements et des idées contre-culturelles, radicaux,
sont aujourd'hui plutôt fades et ont perdu beaucoup de ce qui les rendait grinçants et intensément captivants au départ. On pourrait dire que c'est en partie parce qu'ils ont véritablement transformé la société, que ce qui les rendait différents a été normalisé, et aussi en partie parce qu'ils ont été transformés en objets par des personnes qui ont vu une occasion d'exploiter leur énergie à des fins commerciales ou politiques. Tout comme une idée contre-culturelle cherche à s'imposer face à la société, en modifiant le statu quo, le système en place tente de prendre le dessus sur la contre-culture. C'est ce qu'on appelle la marchandisation. Et pour marchandiser efficacement quelque chose, faut l'adapter au système en place, au marché de masse, en faire quelque chose d'accessible, facile à comprendre et désirable pour un grand nombre de personnes. En général, ça signifie qu'il faut présenter une image très soignée et idéalisée de ce qui est réellement l'idée, en renforçant les aspects hautement monétisables ou commercialisables, et en écartant ou en minimisant les éléments qui ne le sont pas. Cela se fait par le biais de deux processus, la diffusion et la diffusion. Qu'est-ce que la diffusion ? Pour qu'une idée soit désirée par les masses, ces dernières doivent d'abord savoir qu'elle existe et pourquoi elles veulent y participer. Elle doit être distillée en quelque chose qui peut être crié sur les toits, présenté dans une publicité de 10 secondes sur TikTok ou Instagram. Elle doit pouvoir être encapsulée en un slogan ou un mantra simple et mémorable, dans des messages et des images facilement communicables et compréhensibles par le plus petit dénominateur commun. Typiquement, ça veut dire que les nuances et les subtilités de l'idée, son contexte sous-jacent, sont réduits et que ce qui est représenté et compris par les nouveaux arrivants est une image beaucoup plus simple que la réalité. Qu'est-ce que la diffusion ? Les contre-cultures se fondent sur une opposition active au statu quo, aux masses mêmes que la marchandisation vise. Par conséquent, pour rallier ces mêmes masses, il est nécessaire de dépolitiser ou d'atténuer les valeurs, les significations, les idéaux et le potentiel subversif d'une idée en modifiant la signification de choses qui n'étaient peut-être pas acceptables pour un certain pourcentage du grand public. En général, cela signifie donner la priorité à la convenance, se concentrer sur les aspects agréables et positifs et minimiser ou ignorer ceux qui ne le sont pas, parfois même désinformer le public sur ce qui est réellement la chose. Cela crée des frictions entre les participants, mais cela dénature l'idée au fur et à mesure que de nouveaux entrants arrivent. Par la diffusion, le marché réduit la richesse et la nuance de l'idée. Par la diffusion, il la neutralise et diminue son potentiel de changement radical. Le but est à la fois de faciliter son conditionnement, sa distribution et sa consommation par le citoyen moyen, et d'augmenter massivement le nombre de personnes qui font partie ou croient faire partie d'une contre-culture. Généralement, l'objectif est de tirer profit de cet afflux massif de personnes sur le plan financier. Parfois, il s'agit de les exploiter sur le plan politique, mais toujours dans l'intention de privilégier le nombre à la nuance. Parfois, il s'agit d'une croyance bien intentionnée selon laquelle l'union fait la force si l'on veut provoquer un changement, et parfois il s'agit d'une avidité purement opportuniste de la part de personnes qui considèrent le changement sociétal comme un moyen d'accroître leur position financière ou politique. Alors, que se passe-t-il exactement lorsque tu prends une idée contre-culturelle et que tu essaies d'y faire adhérer une tonne de nouvelles personnes ? Afin de comprendre ce qui risque de se produire à mesure que Bitcoin croît et s'intègre dans le courant dominant, jetons un coup d'œil à quelques cadres d'analyse qui traitent de la normalisation d'autres sous- et contre-cultures. Le premier est la théorie mimétique de René Girard. En tant qu'être humain, nous apprenons souvent par imitation. Enfants, nous apprenons à imiter nos parents qui font des choses que nous ne sommes pas encore capables de comprendre. Et adultes, notre temps et notre attention sont limités.
Une infime partie de ce que nous apprenons et par extension de ce que nous faisons résulte d'un examen conscient plutôt que de l'imitation de ceux à qui nous voulons ressembler. Le désir est un processus social et nos désirs sont touchés par une forme de contagion. Ce n'est pas un phénomène autonome, mais bien collectif. Nous désirons des choses parce que d'autres personnes les désirent. Il y a une distinction entre le désir spontané, c'est-à-dire le désir de la chose elle-même, et le désir mimétique, qui consiste à vouloir quelque chose parce que l'on veut émuler ou imiter quelqu'un d'autre. Les premiers adeptes du Bitcoin sont venus parce qu'ils s'intéressaient à la technologie ou au potentiel de changement social. Et comme tout phénomène qui prend de l'ampleur, de plus en plus de personnes s'impliquent tout simplement à cause du volume du bruit. C'est le truc que font tous les jeunes cool. Ils le désirent parce que tout le monde le désire, et non parce qu'ils y sont arrivés par leur propre travail d'exploration, de raisonnement et de compréhension. Au fur et à mesure que les choses se diffusent, comme on l'a vu précédemment, ça devient plus courant. Si vous voyez des panneaux d'affichage pour Bitcoin ou crypto tous les kilomètres ou presque, comme ça a été mon cas cette année en venant de l'aéroport de Miami à l'hôtel à l'occasion de la conférence Bitcoin 2022, vous commencez à attirer des gens qui s'intéressent à Bitcoin, non pas parce qu'elles sont arrivées rationnellement à le désirer, mais par une tendance humaine toute naturelle à suivre ce dont les autres parlent. Les gens s'intéressent à Bitcoin non pas parce qu'ils trouvent Bitcoin intéressant en soi, mais parce qu'ils croient qu'Elon Musk est un homme intelligent et brillant. S'il parle de Bitcoin, faut que j'en fasse autant. Ces tweets peuvent faire grimper ou chuter les prix car une partie importante du monde achètera des bitcoins non pas parce qu'ils veulent ou comprennent l'actif lui-même, mais parce qu'ils désirent être comme Elon Musk. De plus, comme ces nouveaux venus apprennent par imitation, ils ne peuvent pas réfléchir au truc de manière critique et objective, mais seulement imiter les mots et les points de discussion comme un enfant imite ses parents. La théorie mimétique stipule que lorsque les choses gagnent en traction sociale et font l'objet d'un désir croissant, les participants s'engagent dans une escalade de surenchère vers cette chose qu'ils désirent. Comme ils ne peuvent pas se forger d'opinion objective à son sujet, ils fondent leurs actions sur l'observation des mots et des actions des autres, puis essaient d'aller un peu plus loin. C'est ainsi que les centres d'intérêt se divisent et que des factions commencent à se former autour des groupes de participants. Cela renforce l'attrait mimétique de l'agitation d'un nombre toujours plus grand de personnes se disputant la chose. Finalement, l'attention se déplace de l'objet vers le conflit lui-même. Tout le monde parle du drame interne et des rapports de pouvoir entre participants plutôt que de l'objet lui-même. Les nouveaux participants ne comprennent l'espace que comme une arène en compétition pour l'attention humaine, plutôt que comme un espace de poursuite de la vérité, de la connaissance ou d'objets matériels. Ce manque de différenciation ou de capacité à raisonner et à quantifier objectivement une position à propos d'un objet de désir entraîne un glissement vers le tribalisme. Et la discussion se transforme en démonstration performative de pureté et d'allégeance envers les différentes factions. Vient ensuite le cadre d'analyse des geeks, serpillères et sociopathes de David Chapman. Le modèle de David explique que lorsque des sous-cultures marginales se développent, survient une invasion de nouveaux venus qui finissent souvent par les pourrir. Un phénomène commence par des créateurs qui inventent un truc intéressant, une religion, un genre musical, une théorie politique, un logiciel, etc. Ensemble, ils créent une scène. Ils partagent leur énergie, se renvoient la balle, créant ainsi quelque chose de nouveau et d'innovant. Cela attire les fanatiques, des personnes qui ne sont pas des créateurs, mais qui sont attirés par ce qui est créé. Ils apportent de la cohésion à l'édifice, par le temps qu'ils y consacrent, leur argent, leur organisation et leur logistique. Les deux sont des geeks, ils dépensent tout leur temps et leur énergie à comprendre le truc, à en parler et à en apprendre les tenants et les aboutissants.
certaines choses restent un hobby geek de niche, mais si elles sont suffisamment excitantes et qu'elles peuvent être appréciées sans être trop détaillées ou geeks, elles attirent un autre groupe, les serpillères. Les serpillères sont des fans qui viennent passer un bon moment mais qui contribuent aussi peu que possible. Ils ne sont pas tous mauvais, ils apportent la masse nécessaire à la diffusion d'une sous-culture, ils renforcent la validité des idées du créateur, ils apportent du chiffre et généralement de l'argent qui, à l'échelle, peuvent faire du truc une force économique et permettre aux créateurs et aux fanatiques de devenir professionnels. Mais contrairement aux geeks, leurs motivations pour le truc ne sont pas altruistes. Ils se contentent d'absorber tout ce qu'il y a de bon et se plaignent de ce que quelqu'un d'autre devrait faire pour résoudre leurs problèmes. Ils diluent la culture avec leur demande de version du truc moins bizarre, moins compliqué, plus facile à digérer. Plutôt que de consacrer tout leur temps et leur énergie à parler du truc, ils veulent parler de politique, de sport ou de régime à la mode. Ils traitent les fanatiques comme des serveurs. À ce stade, tout cela peut commencer à blaser les fanatiques, qui peuvent commencer à disparaître ou à se désintéresser du truc. C'est souvent à ce moment-là qu'apparaît notre dernier groupe, les sociopathes. Les créateurs ont créé du capital culturel, les fanatiques ont créé du capital social, les serpillères ont fourni du capital liquide, et les sociopathes voient une opportunité inexploitée de manipuler et de récupérer les trois. Pour les serpillères, les sociopathes ressemblent aux créateurs, mais ils sont mieux habillés et parlent mieux. Les sociopathes deviennent les enfants les plus cool. Ils commencent à soutirer l'argent, les relations et le sexe que les geeks n'ont jamais réussi à soutirer aux serpillères. Ils jouent de leur position d'autorité sur les serpillères pour dépouiller le truc. Finalement, ils utilisent tout le cool. Le truc est tellement détourné de sa forme originale au nom de sa commercialisation qu'il en a perdu tout attrait. Les serpillères commencent à se dissiper et les sociopathes se rebrandent comme leaders d'opinion sur le prochain truc à exploiter. Enfin, le dernier modèle, c'est l'éternel septembre. C'est un raccourci pour désigner le moment où le déluge de nouveaux utilisateurs devient trop important pour que les gardiens de la culture existante puissent le gérer. Au début des années 90, l'un des premiers moyens de communication à décoller sur Internet était Usenet, la première version de ce qu'on appellerait probablement aujourd'hui un forum. À l'époque, Usenet nécessitait généralement une adresse électronique universitaire et n'était utilisé que par un petit nombre de geeks qui avaient mis au point des règles et une étiquette tacite, parfois contre-intuitive pour un nouvel utilisateur, mais qui faisaient d'Usenet un espace agréable et fonctionnel. Au début des années 90, Usenet était un endroit fantastique où les gens expérimentaient pour la première fois la possibilité de communiquer instantanément avec des inconnus du monde entier sur n'importe quel sujet ou thème d'intérêt bizarre. Or, chaque mois de septembre, un nouvel afflux d'étudiants de première année avait accès à Usenet. Et ils arrivaient méconnaissant la culture et foutant le bordel pendant un petit moment avant d'être éduqués par les utilisateurs existants. Mais en 1993, American Online s'est mise à fournir un accès Usenet à ses abonnés. Ce qui veut dire que le flux constant de nouveaux utilisateurs est devenu une cohorte trop importante à absorber pour la culture existante. À partir de 1993, c'était toujours septembre sur Usenet. Le nouveau gars ennuyeux qui ne comprenait pas était la norme, pas l'exception. Bitcoin connaît ses hauts et ses bas en termes d'afflux de nouveaux utilisateurs, principalement en lien avec le prix, mais on est sur le point d'entrer dans l'éternel septembre du Bitcoin. Ceux qui sont là depuis de nombreuses années comprennent des choses sur Bitcoin qui sont difficiles à communiquer dans un article de presse ou un tweet. Elles doivent être vécues et comprises au fil du temps, en un sens, comme beaucoup de choses que vous devez enseigner aux enfants. Mais l'éternel mois de septembre est une vague incessante, quotidienne de cela. Imagine que tu sois propriétaire d'un restaurant
et que tu doives apprendre chaque jour à tes clients, les uns après les autres, à utiliser un couteau et une fourchette. C'est ce à quoi nous sommes confrontés avec l'éternel septembre de Bitcoin, une vague après l'autre de nouveaux bitcoiners qui ne savent pas la moindre chose sur l'étiquette ou sur la fonctionnalité du Bitcoin, pourquoi la décentralisation est importante, pourquoi les tiers de confiance représentent des failles de sécurité, pourquoi Ripple ne passera pas à 589 $. Peu importe que tu le veuilles ou non, ils arrivent. La seule réponse est d'accepter que c'est toujours septembre au Bitcoinistan. Voilà, pour conclure, on peut résumer tout ce qui précède en quelques points. Bitcoin est une contre-culture. À mesure que Bitcoin se développe, va y avoir une tension existentielle et un compromis à somme nulle à trouver entre la mesure du changement que Bitcoin produit sur le système en place et la mesure dans laquelle il est lui-même changé par le statu quo. Ce qui nous amène à la question suivante. Bitcoin doit-il être aussi courant que le téléphone portable ? Sinon, quelle est la limite à ne pas franchir et comment peut-on articuler cela précisément ? Le KYC, Know Your Customer, les procédures en matière d'identification des clients, le KYC est-il acceptable s'il facilite l'arrivée de nouvelles vagues de bitcoiners bientôt radicalisés ? Dans quelle mesure doit-on permettre aux nouvelles technologies de seconde couche de trader de la souveraineté pour de la facilité d'utilisation afin d'embarquer des millions de nouveaux utilisateurs, alors que la prévalence du commerce sur Lightning Network au Salvador peut suggérer que l'apathie est un problème plus grand. Si on n'a pas de réponse claire dans un sens ou dans l'autre pour chacune de ces questions, et pour bien d'autres encore, alors sachons que d'autres vont y répondre pour nous. Il y a un compromis à faire entre la nuance et le nombre. Les idées complexes doivent être simplifiées et communiquées de manière à ce que le plus petit dénominateur commun puisse les saisir, sans pour autant rendre les choses ambiguës au point que les principes fondamentaux soient mal compris. C'est toujours le mois de septembre au Bitcoinistan. Vous pouvez en être chagriné ou faire quelque chose pour y remédier. Nous devrions pardonner aux novices, aux nouveaux arrivants, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est à nous de garder la porte ouverte, d'éduquer et d'accueillir ceux qui veulent apprendre, et nous devons leur fournir des informations et la capacité et l'espace pour raisonner sur Bitcoin. Le désir mimétique mène au feuilleton et à la distraction. Parce que si on ne leur fournit pas ces informations, ni la capacité et l'espace pour raisonner, cela conduit au bruit mimétique des nouveaux arrivants, un monde où il est facile pour les sociopathes et les cultes de la personnalité de faire dérailler la conversation et de l'orienter de manière à favoriser leur ego et leurs finances. Il vaut mieux monter la garde comme un psychopathe plutôt que d'être envahi par les sociopathes. Si on reprend le modèle de Chapman, les sous-cultures sont détruites par des personnes qui ne comprennent pas et ne respectent pas ce qui les rend spéciales. Ils sont juste là pour leur propre fin égoïste. Ils détruisent les bons trucs parce qu'ils tuent la poule aux œufs d'or. Ils comprennent pas que l'altruisme est un intérêt personnel. Mais si personne n'a formulé ce que signifie cet altruisme, quels sont les principes fondamentaux qui rendent cool cette chose cool, alors comment peuvent-ils le faire ? C'est à nous de définir ces principes. Et aux nouveaux entrants qui arrivent, les diffuser clairement. Et contre les sociopathes, nous devons les défendre, et les défendre comme un psychopathe. On s'attaque donc, avec cet article, à un sujet capital. Et les termes de psychopathe et de sociopathe sont pas si exagérés. En fait, ils évoquent des traits de personnalité qui nous sont devenus assez familiers. Quel est le contexte de cet article ? On sort du bull market de 2020-2021. Bitcoin a frôlé les 70 000 $ avant de se crasher violemment autour de 18 000 $. Et beaucoup de novices se sont fait plumer. Ce dernier cycle, il nous a en effet révélé, comme il se doit, son lot de sociopathes, de gros maboules narcissiques, égarés dans leur égo trip stratosphérique,
venus exploiter la naïveté profonde de nouveaux arrivants éblouis par les néons. Et ces sociopathes y viennent sans surprise pomper tout le capital culturel, intellectuel, social et financier dont Bitcoin est à l'origine. Alors se dresse une légion de bitcoiners maximalistes, les gardiens du temple en quelque sorte, qui, telle une barrière immunitaire, repousse ces parasites trompeurs et fait prévaloir Bitcoin, son essence et ses principes fondateurs. Et en dépit de toute la bienveillance qui les anime, leur virulence leur vaut ce qualificatif de psychopathe que manient leurs adversaires et que reprend un public bisounours qui ignore la malfaisance des prédateurs qui rôdent dans cet environnement totalement vierge de toute réglementation. Alors lorsque moi j'ai assisté à cette intervention de Reichel, j'ai été touché par sa pertinence. Et ce qui m'est apparu ce jour-là, c'est que si en apparence le mouvement Bitcoin présente toutes les caractéristiques d'une contre-culture, il est en fait, si on prend un recul suffisant, le gardien de la culture, je veux dire le gardien de la civilisation. Parce que la prétendue culture à laquelle il s'oppose, c'est un postmodernisme décadent, c'est un relativisme moral qui égare les peuples, un enfumage culturel qui ne cesse d'abrutir les foules, les victimiser, les fragiliser, les assister toujours plus. C'est un système qui détruit notre esprit critique, qui décourage la prise de risque et l'audace, qui étouffe l'initiative et notre créativité. On est vraiment dans une dynamique assez morbide qui récompense la passivité, la docilité et le suivisme. Et on nous présente des menaces cataclysmiques pour justifier des mesures d'urgence et blesser à la racine ces principes et valeurs qui ont fait naître notre culture. Alors moi je vois dans le mouvement Bitcoin un courant puissant, un peu comme un grand fleuve alimenté de cours d'eau toujours plus nombreux, un peu comme un immense delta fertile, tu vois. Et comme 1000 fois auparavant, et là tu peux écouter Michael Saylor dans le podcast 15, comme 1000 fois auparavant, les peuples d'une civilisation jadis optimiste et conquérante sont entraînés dans une décadence tragique que précipite la perversion de la monnaie. Sauf que cette fois-ci, enfin, le génie créatif humain a accouché de Bitcoin, une merveille technologique conçue par des ingénieurs pour résister aux vices et aux mensonges et permettre à chacun d'exprimer librement son potentiel sans voir le bénéfice de son travail et de nos gains de productivité à tous, volés par un système forcé de gonfler la masse monétaire, donc de diluer le fruit de notre travail pour continuer à s'endetter encore et toujours. Alors ces prétendus psychopathes, les bitcoiners maximalistes auxquels je m'identifie pleinement, sont là pour livrer un combat historique qui vise à restaurer la propriété, la liberté d'expression, la dignité, en redonnant au peuple le choix de sa monnaie, lui permettant ainsi d'échanger et de conserver la valeur de son travail comme bon lui semble. Notre avantage n'a jamais été aussi grand, on n'a jamais disposé d'une telle arme, et notre adversaire, aussi puissant soit-il, il est acculé. C'est un combat qu'il nous faut impérativement livrer, sans renoncement, sous peine d'être contraint de le mener à nouveau un autre jour. Voici, en substance, le sens de ce magnifique morceau de Bob Marley. Un rythme profond, une force sourde, puissante, irrésistible, une conviction. Bitcoin is hope. Huddle. C'est un morceau que mon papa écoutait quand j'avais 5, 6, 7 ans et qui est resté vraiment ancré dans ma mémoire. Et mon père, il avait absolument rien d'un rasta. Moi, je m'appelle Jacques-Édouard. Mais le reggae rastafarien, cette sous-culture par excellence, voire une contre-culture, elle était à ce moment-là dans cette phase d'adoption. Et tout le monde chantait « Say don't worry about the thing, cause every little thing is going to be alright ». Mais force est de constater aujourd'hui qu'en dépit de sa marchandisation, le reggae continue à propager son essence, toutes les aspirations nobles qu'il porte pour l'humanité, telles des graines prêtes à germer
une fois les conditions réunies. Thanks God for Bitcoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Grand merci à Rigel Washi, je sais pas trop bien comment on prononce son nom en fait, pour cet article que j'ai trouvé vraiment super. J'espère que ça t'a plu aussi. Si c'est le cas, écoute, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi, à t'abonner au podcast. Et puis je te dis à très bientôt. Bye bye.